Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Solution Pro. On va pouvoir commencer. Donc merci d'être là ce soir. On a décidé de parler d'un sujet nouveau qu'on n'a pas encore abordé dans les Solutions Pro, qui est lié aux enjeux de la biodiversité dans les projets de rénovation énergétique. Donc ce soir, c'est un Solution Pro qu'on organise avec Adaptaville. Donc il y a deux réseaux réunis ce soir, Coach CoPro et Adaptaville, qu'on va vous représenter en introduction. D'abord, un petit point technique, votre caméra et votre micro sont coupés. Donc la manière d'interagir avec nous, c'est d'utiliser, l'onglet Q&R qui est en bas de votre écran et on a un temps, prévu à la fin, pour, répondre à vos questions. L'événement est enregistré, donc il sera remis, sur notre chaîne YouTube, dans quelques jours, en fait. Voilà, donc au sommaire de ce soir, donc d'abord on va vous présenter l'Agence parisienne du climat et deux dispositifs, donc Coach CoPro et Adaptaville. On va vous faire une rapide introduction au sujet du jour et ensuite je donnerai la parole à nos deux intervenants qui travaillent pour la ville de Colombes et la ville de Paris. Et ensuite donc un temps d'échange avec vous. Et on vous enverra par mail donc le support, les différents supports des présentations. Alors, d'abord, en quelques mots, l'Agence parisienne du climat. Donc, on est une structure qui émane de la ville de Paris et de la métropole du Grand Paris. On a une association qui vise à mettre en œuvre les plans climat de la ville. Et on est aussi l'espace France Rénov de la ville de Paris. Donc, le guichet unique de la rénovation énergétique pour les particuliers et pour accompagner les projets de copropriété. Et pour, justement procéder à cette rénovation, des copropriétés, on a développé une plateforme qui s'appelle Coach CoPro, qui propose des ressources, en ligne à la disposition, des copropriétaires, syndics et professionnels. Donc de la documentation, des exemples de rénovation, dans l'onglet Projet, un annuaire de professionnels à l'échelle, de la métropole du Grand Paris, dont certains sont peut-être parmi vous affiliés ce soir à cet annuaire. On a une newsletter qui s'appelle le Fil CoPro, qui est envoyée tous les professionnels de notre réseau. Et si vous avez reçu l'invitation de ce soir, c'est peut-être que vous êtes destinataire du Fil CoPro. Et on a aussi tout un cycle de formation pour les professionnels. Donc je disais, on a un annuaire de professionnels. Donc si vous êtes architecte, bureau d'études thermiques, AMO, entreprise de travaux, notamment, vous pouvez donc être référencé sur cet annuaire et ainsi être mis en relation avec des copropriétés qui souhaiteraient engager un projet de rénovation ou de végétalisation de leur copropriété. Donc voilà, il y a plus de 800 professionnels aujourd'hui référencés sur cet annuaire. Et donc ce soir, notre webinaire, c'est un Solution Pro. C'est un format qu'on a développé et qui a lieu une fois par mois sur des thématiques variées. Et donc à chaque fois, vous avez une retranscription sur notre chaîne YouTube. Donc vous pouvez retrouver les replays de tous nos événements. Et voilà, Solène, si tu veux présenter Adaptaville. Oui, alors ce webinaire est aussi fait dans le cadre du dispositif Adaptaville, un dispositif pour faciliter l'adaptation au changement climatique des villes franciliennes, pardon. Et ce dispositif, il est soutenu par la ville de Paris, la métropole du Grand Paris, l'ADEME et l'Agence de l'eau Seine-Normandie. C'est un programme local et collectif d'accompagnement des professionnels sur les thématiques de changement climatique, d'adaptation au changement climatique de la ville dense. Donc, on a fait à la fois des événements pour partager des retours d'expérience, faire monter en compétence les professionnels et diffuser l'information. Aussi fédérer tout un réseau professionnel, donc à travers des visites, des ateliers, des conférences et aussi des webinaires comme aujourd'hui. Et on a aussi une plateforme web avec plus de 80 fiches solutions opérationnelles, des guides, des fiches aides financières, une carte des opérations locales pour vous donner des informations opérationnelles sur différentes manières de déployer des solutions sur le territoire, sur tous les aléas climatiques qui concernent la métropole du Grand Paris. Et on en a récemment
fait une sur la thématique biodiversité et rénovation énergétique des bâtiments. Pourquoi on a choisi cette thématique qui peut sembler être moins connue que d'autres? C'est parce que donc, aujourd'hui, il est vraiment urgent de protéger les habitats des espèces du bâti, donc surtout les espèces d'oiseaux et de chauves-souris qui sont menacées donc, au niveau mondial, mais aussi en France et encore plus au niveau francilien et dans les milieux urbains et denses. En fait, les rénovations énergétiques, elles sont évidemment indispensables pour réduire les émissions de CO2 et adapter le bâti à la surchauffe. Elles sont extrêmement importantes, mais elles vont aussi transformer massivement les habitats des espèces qui vont nicher, se reproduire, se nourrir et vivre une partie de leur cycle biologique dans nos bâtiments et notamment donc, dans tout ce qui est cavité, fissures du bâti. Donc, il faut absolument prendre en compte cet enjeu pour conserver la biodiversité du bâti. C'est important aussi de comprendre que les rénovations, les travaux que vous pouvez mener, donc c'est des travaux qui peuvent être des opportunités pour le vivant parce que déjà, donc la rénovation permet d'éviter l'artificialisation de nouvelles terres et donc c'est aussi préserver des espaces pour la biodiversité, donc en gardant la même emprise au sol. C'est aussi donc pouvoir développer des nouvelles solutions pour protéger les habitats lors des rénovations. On va en parler tout à l'heure, par exemple des nichoirs en excroissance, des nichoirs intégrés dans l'isolant. Et c'est aussi l'occasion de créer potentiellement de nouveaux espaces pour la biodiversité en désimperméabilisant les cours d'immeubles, en végétalisant les façades ou les toitures et en renforçant la place de la biodiversité dans les espaces verts existants. Nous, sur Adaptaville, on a plusieurs fiches sur le sujet que vous pouvez retrouver donc notamment sur les façades végétalisées et les toitures. Et enfin, donc, pourquoi c'est très important de prendre en compte l'enjeu de la biodiversité, c'est parce que tout simplement, c'est une obligation légale. Les espèces du bâti sont protégées par la loi et donc c'est notamment le maître d'ouvrage qui est en risque juridiquement s'il ne respecte pas les préconisations sur les espèces protégées, donc sont passibles d'amende. Il y a des possibilités de dérogation sur cette loi espèces protégées, en cas de rénovation énergétique notamment, mais qui demandent donc de mettre en place des mesures d'évitement, de réduction et de compensation. Et donc, c'est très important de respecter cette réglementation. Ça permet d'éviter qu'il y ait des arrêts de chantier, des amendes, des retards sur la livraison. Ça permet aussi de préserver la réputation des entreprises et donc d'éviter un risque juridique. Et tout ça, on en parlera plus en détail lors de ce webinaire. Un petit mot sur nos prochains Solutions Pro. Donc celui du mois d'avril sera consacré aux enduits isolants naturels. Donc on aura un fabricant qui viendra nous parler de ses produits. Et celui de mai sera finalement début juin et sera consacré à la qualité de l'air intérieur, donc avec l'AQC en intervenant. Vous pouvez dès à présent vous inscrire sur l'agenda de l'APC. Et aussi, autre événement qu'on souhaitait vous partager, vous avez peut-être vu passer qu'il y a le 9 avril le Forum Habité Durable, qui est le gros événement annuel organisé par l'Agence parisienne du climat, donc un salon qui a lieu à l'Hôtel de Ville et qui se compose d'une cinquantaine de stands d'exposants et des conférences toute la journée. Voilà. Et donc, ce soir, nous allons avoir deux intervenants. Donc, Vincent Limagne de la ville de Colombes et Jeanne Foucoire de la ville de Paris. Et donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole. Euh, on a dit qu'on commençait par vous, Vincent, je crois. Vincent. Mm. Ok. Bonsoir à tous. Donc, je suis Vincent Limagne, je suis responsable du service habitat de la ville de Colombes depuis 10 ans maintenant et on accompagne depuis très longtemps les copropriétés et tous les propriétaires sur leurs projets de rénovation et un peu plus particulièrement sur tout ce qui est rénovation thermique. Donc, avec notre EPT, on est bien sûr guichet unique
et on reçoit tous les projets. On a souhaité, depuis quelques années maintenant, travailler un petit peu plus sur tout ce qui était la prise en compte de la biodiversité, parce que moi, par ailleurs, je suis aussi bénévole à la Ligue de protection des oiseaux et j'interviens sur ces domaines dans différentes commissions et sur le terrain quand parfois on est appelé justement pour des copropriétés où il y a de la faune et un chantier qui démarre. Donc on peut donner des conseils, etc. Donc c'est aussi pour ça que du coup c'est quelque chose qui est assez partie prenante à la ville de Colombes. Il n'y a pas beaucoup de villes, je crois, en France qui développent des actions autour de la biodiversité et nous on finance même une partie des travaux sur la biodiversité. Donc voilà, c'est des spécificités qu'on a. Donc c'est un domaine sur lequel on travaille déjà depuis quelques années. Donc, on va vous parler de ce que c'est que la biodiversité dans le bâti, un petit peu de leur statut, de comment on peut agir, faire un exemple aussi de comment ça se passe une rénovation énergétique ou thermique lorsqu'il y a de la biodiversité présente et différents liens ressources qui pourront vous aider, vous professionnels. L'idée, ça va pas être de rentrer énormément dans le détail parce que pour ça, il y a des guides qui sont extrêmement bien faits et je vous en parlerai dans les ressources, mais plutôt déjà d'être plutôt le plus pédagogue possible et avoir cette approche puisque c'est quelque chose que finalement, pour le moment, assez peu de professionnels maîtrisent ou connaissent. Et au contraire, il faut vraiment sensibiliser à ça parce qu'il y a il y a des vrais enjeux comme l'expliquait tout à l'heure Solène. Donc, la biodiversité dans le bâti, de quoi parle-t-on? En fait, depuis le... Alors, vous voyez toujours mon écran ou pas? Oui. Oui. Oui, voilà. Depuis la sédentarisation de l'homme, depuis en fait qu'on a changé nos pratiques, qu'on a développé l'agriculture, on a toutes les espèces animales qui se sont retrouvées, qui se sont rapprochées tout simplement parce qu'elles ont retrouvé auprès de l'homme de quoi se nourrir, de quoi s'abriter, de quoi se reproduire. Donc leurs trois grandes phases d'une vie, donc aussi bien les oiseaux que des mammifères que des animaux plus petits comme des reptiles, des amphibiens, des insectes. Tout le règne animal finalement est présent auprès de l'homme. Et finalement, on vit dans nos habitats, sont des vrais habitats partagés en fait. Ce qui se passe, c'est que la plupart de ces espèces qui vivent aujourd'hui près de l'homme, elles sont en déclin, en déclin fort pour différentes raisons. Donc, à titre d'exemple, sur les oiseaux et notamment dans nos zones d'habitat urbain dense, comme en Île-de-France, on a des espèces qui vraiment soit ont complètement disparu, soit aujourd'hui on a vu des effondrements d'effectifs. Donc des espèces comme le martinet noir, sur, on va dire, les 25 dernières années, c'est quasiment 75% de la population en moins. Les hirondelles rustiques en Île-de-France, c'est 76%. D'autres chiffres comme le moineau domestique, qui est quand même l'oiseau le plus commun qu'on avait dans nos villes. Il y a une récente étude de la Ligue de protection des oiseaux qui a démontré que dans Paris intramuros, grosso modo, c'est moins 80% entre 2003 et 2023. Donc, c'est vraiment des données qui sont assez catastrophiques et qui sont très inquiétantes. Au niveau des chiroptères, donc les chauves-souris, c'est pareil. C'est un animal qu'on a beaucoup plus de mal à voir dans le bâti parce que forcément, il se cache bien plus et on ne le voit pas le jour. Donc là, c'est grosso modo moins 45%, pareil sur les 15 dernières années. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est très inquiétant et ça, c'est des études qui ont été faites par le Muséum d'histoire naturelle. Donc voilà, on est sur quelque chose de sérieux et c'est des données qui sont fiables, qui sont consolidées. Et même si on s'aperçoit que effectivement, on a peut-être une légère stabilisation depuis 2 ou 3 ans, toujours est-il qu'on est sur des chiffres jusque-là qui ont vraiment été très inquiétants. Par exemple, il y a des départements où, en proche couronne, où on voit plus d'hirondelles, par exemple, sur le Val-de-Marne ou les Hauts-de-Seine, il n'y a quasiment plus rien qui existe. Alors qu'avant, c'était des oiseaux qui étaient quand même très communs. Donc, en fait, on a trois grandes causes essentielles de la disparition de ces espèces. C'est la disparition des sites de nidification ou des abris, la diminution de la ressource alimentaire et les changements climatiques.
Donc effectivement, on se retrouve avec des villes qui aujourd'hui évoluent, détruisent des parcelles avec quelques pavillons pour construire à la place un immeuble de 20, 30 ou 40 logements. Et ben forcément, à ce moment-là, on va se retrouver avec des démolitions de lieux d'habitat qui existaient, qui étaient présents pour des chauves-souris, pour des oiseaux, et en même temps de la destruction de leurs lieux de nourrissage, puisqu'il y avait les jardins, il y avait les espaces verts. Et finalement, quand on refait des parterres qui sont souvent de plus en plus, en tout cas sur les dernières années, qui étaient de plus en plus minérales, on se retrouve avec des vraies pertes et d'habitat et de ressources alimentaires et de diversité aussi végétale. Ce qui fait que les oiseaux ou ces chauves-souris, finalement, elles quittent les lieux parce que elles se retrouvent plus, elles ne retrouvent plus leur triptyque qu'elles ont besoin pour vivre, qui est un abri, un lieu de reproduction et de la nourriture. Si on n'a pas ça, on perd ces espèces. Et puis, on a aussi comme cause les changements climatiques. Donc les fortes chaleurs, les sécheresses, les épisodes violents et de plus en plus violents, comme des très grosses grêles, vont aussi fortement influencer sur la présence des espèces, parce qu'aujourd'hui, des martinets, quand d'un seul coup on est sur des canicules très fortes, eh bien, quand ils sont présents, ils souffrent énormément sous les tuiles. Et donc, on a des petits qui meurent, qui tombent, qui en fait volent alors enfin, quittent le nid alors qu'ils ne savent pas voler. Donc, on se retrouve avec beaucoup de soucis de ce genre-là. Et puis aussi des causes auxquelles on pense un petit peu moins, mais qui sont quand même de plus en plus prises en compte, et notamment au niveau de l'éclairage public. L'éclairage public est quand même beaucoup plus doux qu'avant. Il est atténué, il est modélisé en fonction du passage des gens aussi dans certaines villes. Les parois vitrées aussi sont des causes importantes de mortalité chez les oiseaux, voire chez les chauves-souris, mais beaucoup plus chez les oiseaux qui viennent se briser la nuque en volant parce qu'elles ne voient pas toutes ces parois vitrées. Et puis, le sujet qui va nous intéresser, qui est important et qui est à prendre en compte, c'est la rénovation thermique de l'habitat ancien. Parce qu'aujourd'hui, quand on rénove sa copropriété, quand on commence à avoir un projet de rénovation, eh bien, on va finalement boucher tous les trous, tous les interstices, tous les accès que ces animaux utilisaient jusque-là pour pouvoir vivre avec nous dans l'habitat. Et finalement, eh bien, sans ces accès, sans ces trous, on se retrouve avec des parois qui sont complètement closes et les oiseaux et les chauves-souris ne peuvent plus vivre dans les logements. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument penser parce que on se retrouve avec des espèces, toutes ces espèces dont je vous ai parlé, aussi bien les moineaux, les martinets, les hirondelles ou les chauves-souris, ce sont toutes des espèces qui sont protégées. Donc la plupart des espèces d'oiseaux sont protégées. On va mettre de côté les pigeons en ville qui, eux, ne sont pas protégés et les espèces qui sont chassables. Mais par contre, toutes les espèces de chauves-souris, elles, sont protégées depuis déjà très longtemps. Tous les reptiles et les amphibiens sont aussi des espèces protégées, même si on en voit moins dans l'habitat, mais en tout cas, ils sont présents dans les jardins, notamment en banlieue parisienne, mais en tout cas, ce sont aussi des espèces protégées. Et donc, finalement, euh, le fait d'anticiper et de travailler sur, quand on a un projet de rénovation, et encore plus de rénovation thermique, le fait d'anticiper et de penser à la prise en compte de la biodiversité, ça va être quelque part protéger son projet. Parce que, comme le disait Solène juste avant, il y a le code de l'environnement qui protège ces espèces-là. Et en fait, ça va pas être juste la protection de l'oiseau ou de la chauve-souris en elle-même, mais finalement, l'article 411.1, lui, ce qu'il dit, c'est que toute perturbation de cycle naturel, toute destruction d'habitat d'espèces protégées est passible de poursuites pénales. Donc, les 3 ans de prison et les 150 000 € d'amende, bien sûr, on ne va jamais jusque-là. Il y a très peu de cas où on a eu des montants atteints de cet ordre-là. Mais par contre, ça peut avoir un impact fort sur votre chantier ou sur le déroulé ou sur le phasage du chantier. Donc, puisque finalement, si on modifie une façade qui jusque-là était occupée par des espèces, c'est de la destruction d'habitats d'espèces protégées.
La façade est considérée comme l'habitat de l'espèce et donc ça va être ça qui va poser problème. De même, si on met des échafaudages qui vont empêcher des oiseaux d'arriver ou d'accéder au nid, on va être dans de la perturbation du cycle de l'espèce et donc là aussi, ça pose des soucis. Donc le fait de pouvoir dès le départ penser à un projet d'amélioration thermique avec la prise en compte de la biodiversité, ça va vous protéger de tout souci potentiel qui peut arriver ensuite. Donc voilà. De plus, même si c'est une faune, on n'a pas besoin de dire qu'elle est utile ou autre. C'est toujours bien de dire, et nous, quand on en parle aux copropriétés, c'est important de mettre l'accent sur ça. Le fait de dire que cette faune anthropophile, donc c'est comme ça qu'on l'appelle, elle est aussi un allié qui peut être très intéressant dans le quotidien de tout le monde, et notamment nous en banlieue parisienne ou dans Paris, puisque tout ce qui va être martinet, hirondelle, les pipistrelles sont des très 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 gros mangeurs de ce qu'on appelle du plancton aérien, donc tous les insectes qu'on retrouve dans l'air et qui volent, aussi bien de jour et de nuit, et notamment les moustiques. Donc, quand on sait les problèmes qu'on connaît avec l'arrivée du moustique tigre, par exemple, ou l'autre moustique plus classique, ce sont plusieurs centaines d'unités, voire milliers, qui sont mangées chaque jour par un seul individu. Donc, en fait, on a aujourd'hui des déséquilibres qui se sont faits avec l'arrivée de ces insectes qui nous gâchent un petit peu la vie. Et en même temps, on a des prédateurs qui existent, mais qui diminuent. Donc l'idée de pouvoir prendre en compte la biodiversité dans le bâti, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas dans son immeuble ou dans sa maison, ça permet aussi de recréer des habitats et de pouvoir rééquilibrer un petit peu les choses entre un nombre de prédateurs qui est en baisse et un nombre de proies qui augmente énormément et qui pose tous les soucis qu'on connaît. Après, il y a tous les autres oiseaux un petit peu plus classiques, et même dans certains jardins, tout ce qui va être crapauds, lézards, etc., peuvent aussi être des auxiliaires très intéressants et qui sont aussi des habitants, peut-être que vous ne le voyez pas souvent, mais des crapauds, ils vont habiter dans les pieds des murs. Les lézards, c'est pareil. Les mésanges, elles peuvent tout à fait nicher dans des infractuosités. Et tout ça, ce sont un monde vivant qui crée vraiment un équilibre précieux dans nos habitats et dans nos jardins. Donc, comment agir dans notre copropriété quand vous êtes soit syndic, soit conseil syndical, soit AMO ou maîtrise d'œuvre. Donc, l'idée, ça va être, alors, tout d'abord, contrairement à ce qui se fait en urbanisme, où aujourd'hui, il est obligatoire de faire des études d'impact et notamment des études d'impact écologique quand on y a un gros projet qui va sortir sur un terrain, sur un lieu dédié, quand il y a la destruction d'immeubles ou de terrains qui doivent être faits. Aujourd'hui, dans une copropriété, dans la rénovation d'un bien, il n'y a pas cette obligation de finalement faire une étude une petite étude préliminaire pour savoir ce qui se passe dans la copropriété. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Pour autant, l'idée, ça va être ça, c'est que plus on prend dès le départ en compte la présence de la biodiversité, plus on sera à même de mieux préparer le chantier et de mieux le réaliser. En fait, l'idée, ça va être ça, c'est repérer, identifier, agir avec d'abord un diagnostic naturaliste. Donc ce diagnostic, il est possible que dans un immeuble, et c'est arrivé nous sur des immeubles où on a des gens qui s'intéressent un petit peu à la nature, qui s'intéressent aux oiseaux, etc., et qui me disent, bah, nous dans notre immeuble, on a repéré, il y a des chauves-souris qui sortent le soir, on a des martinets qui nichent, etc., etc. Si déjà on a cette connaissance locale, c'est déjà un très bon point de départ parce que ça permet de finalement avoir un premier diagnostic, un premier état de lieu de qu'est-ce qui est vivant dans mon immeuble et qu'est-ce qui partage l'immeuble avec nous. Pour autant, c'est quand même bien, ensuite, même si on a déjà un premier diagnostic qui est fait,
d'avoir soit des écologues, donc des bureaux d'études de taille plus ou moins importante, hein, il n'y a pas besoin d'aller sur des gros bureaux d'études, soit des naturalistes, des associations naturalistes qui peuvent vous accompagner pour faire cette démarche qui est du coup, à mon avis, et on le pense aussi du coup parce qu'on le présente, vraiment nécessaire. Parce qu'en fait, si on a une présence de faune dans le bâti, l'idée, ça va être comment agir, comment organiser le chantier, comment choisir nos emplacements pour ne pas occasionner de dérangement durant la durée du chantier, durant les travaux de rénovation. Et ensuite, en même temps, comment créer les nouveaux sites où cette faune, elle va pouvoir s'installer. Parce que l'idée, ça va être finalement, si on s'aperçoit qu'il y a de la faune, cette faune, elle est obligée, elle est protégée. Donc, on a une obligation de compenser la destruction de leur habitat pour éviter d'avoir un problème de chantier stoppé par l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, c'est de créer des mesures compensatoires. C'est l'outil le plus simple pour, à mon avis, pour être efficace en matière de recréer de l'habitat et du coup, en même temps, se protéger en tant que copropriété et en tant que professionnel de toute mesure ou de toute démarche pénale qui pourrait être engagée. Et si dans le diagnostic naturaliste qui est réalisé ou qui est fait par un écologue ou par une association, il n'y a pas de présence éventuelle de faune, l'idée, moi je trouve que c'est quand même très intéressant du coup de pouvoir proposer à la copropriété d'installer des nichoirs et des gîtes parce que c'est ce qu'on disait, on va recréer, on a la possibilité du coup, et notamment avec des ITE, de recréer des abris très facilement à des coûts qui sont pas très très chers par rapport à le coût d'un chantier global d'une rénovation thermique et du coup de refavoriser de l'implantation de la biodiversité pour justement rééquilibrer un petit peu ces situations et ces déséquilibres prédateurs et nourriture. Donc, repérer, identifier, agir dans une copropriété. Là, vous voyez que c'est des copropriétés qui sont assez typiques de ce que nous, on peut rencontrer en banlieue parisienne ou de ce qu'on peut rencontrer à Paris. Donc là, c'est des copros des années 60-70 ou avec des anciennes bouches d'aération qui, pour la plupart, sont closes derrière puisque les appartements ont été refaits depuis des années par les gens. Ils ont mis des plaques de BA13. Mais ça a recréé des sites de nidification pour des oiseaux, donc qui peuvent être comme le rouge-queue noir, le moineau domestique ou le martinet. Moi, j'ai vu les oiseaux sortir de ces trous-là, donc qui sont des petits trous, hein, des petites fentes d'aération, et qui du coup vivent dans ces copropriétés. Donc là, la première étape, c'est ça, c'est repérer la présence de la faune et arriver à l'identifier. Quel oiseau vit là, quelle chauve-souris vit là, par où est-ce qu'elle sort, par où est-ce qu'elle rentre, est-ce qu'elle est là toute l'année? Voilà, l'idée, ça va être d'arriver à identifier leur cycle, leur présence, les espèces. Ensuite, le diagnostic naturaliste, donc l'écologue ou l'association, il doit, à mon sens, présenter au propriétaire, à la maîtrise d'œuvre, de façon la plus pédagogique possible, l'impact que ça va avoir sur la suite du chantier et sur le projet de rénovation thermique et la réglementation qui est liée à la présence de ces oiseaux. Effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. S'il y a des espèces qui sont présentes, elles sont protégées par le Code de l'environnement. Et si on veut réaliser nos travaux, à ce moment-là, on doit faire des mesures compensatoires pour leur recréer des habitats et ne pas avoir des disparitions de colonies, par exemple, de moineaux domestiques. Ensuite, cet écologue ou cette association, elle doit vous définir des implantations de nichoirs ou de gîtes. Chaque espèce, finalement, elle va pas nicher dans des nichoirs qui sont n'importe quoi, qui sont tous les mêmes. En fait, il y a des trous qui correspondent aux espèces, il y a des positionnements verticaux, horizontaux, des positionnements du trou d'envol qui peuvent changer. Et donc, pour chaque espèce, on a des modèles de nichoirs qui vont varier. Pour les chauves-souris, c'est pareil.
Les gîtes qui sont recréés, ils ont des dimensions qui peuvent être différentes selon la taille des chauves-souris, même si nous, en région parisienne, et dans le bâti en particulier, on parle vraiment de toutes petites chauves-souris. Donc ça, c'est encore, on n'a pas 10 000 espèces qui vivent sur Paris. En termes de chauves-souris. Et les implantations, elles vont être très importantes aussi, et le nombre de nichoirs. Aujourd'hui, par exemple, une colonie de moineaux, pour qu'elle soit à peu près viable et qu'elle dure dans le temps, il faut 5 ou 6 nichoirs ou cavités pour qu'ils puissent continuer de vivre ensemble, puisque ce sont des oiseaux qui sont grégaires. En général, ils vivent sur un périmètre qui est très très court et très proche. Donc, c'est pas des oiseaux qui vont loin, mais par contre, ils vivent vraiment en bande. Les martinets, c'est pareil, c'est des oiseaux qui nichent en colonie, qui eux volent toute la journée et ont un cycle de vie très particulier parce qu'ils font absolument tout en vol en dehors de pondre et de couver. Mais sinon, tout est fait en vol. Donc voilà, à chaque fois, pour chaque espèce, on va avoir des modèles très particuliers de nichoirs, des implantations particulières, des hauteurs qui vont varier, des orientations qui vont varier, même si aujourd'hui, de moins en moins, on met des nichoirs plein sud, justement du fait des canicules et pour éviter les coups de chaleur dans les nids. Et puis, on va définir aussi le phasage des travaux de rénovation, parce que finalement, quand les oiseaux commencent à nicher, c'est là où ça pose problème et c'est là où ça devient compliqué. C'est que, grosso modo, pour des moineaux, du mois de mars jusqu'au mois de juillet, il faut éviter de les déranger. Et pour les martinets, du mois de avril-mai, alors ça dure beaucoup moins longtemps pour les martinets, du mois d'avril-mai jusqu'au mois d'août, on évite aussi de déranger et de gêner surtout l'accès au nid aux parents. Donc en fait, quand il y a le projet de rénovation qui est travaillé, l'écologue va aussi vous faire une grille en disant à la maîtrise d'œuvre, voilà, de telle période à telle période, il faudra monter les échafaudages jusqu'à telle hauteur, il faut ne pas gêner pour l'accès au nid, et parfois, il peut même y avoir des nichoirs un petit peu de remplacement qui se posent sur les échafaudages et qui sont parfois utilisés par certaines espèces. Et puis, je pense qu'aussi, au-delà des aspects techniques, la pédagogie, elle est hyper importante sur ce sujet pour relativiser aussi des présumés impacts. Parce que souvent, les premières choses qu'on va entendre, c'est de la part des architectes, est-ce que ça va me créer des ponts thermiques dans l'isolation thermique que je propose à l'immeuble? Et de la part des propriétaires, en général, c'est est-ce que c'est salissant? Est-ce que, grosso modo, on va se retrouver avec des crottes d'oiseaux partout? Donc ça, c'est des mythes un petit peu à casser, parce que, par exemple, la Ligue de protection des oiseaux a fait réaliser une étude par le CSTB sur les nichoirs qui sont implantés dans l'ITE. Les ponts thermiques sont absolument infimes, puisqu'en général, ce sont déjà des surfaces qui sont toutes petites, et en plus, ce sont très souvent maintenant utilisés des matériaux comme le béton chanvre, le béton bois ou le bois qui sont utilisés pour faire des nichoirs. Et quant aux salissures que pourraient causer des oiseaux sur un enduit refait entièrement à neuf, il faut savoir que la plupart des espèces d'oiseaux enlèvent les excréments et les emmènent avec leur bec loin du nid, justement pour éviter que les prédateurs ne les trouvent. Donc en fait, à part quelques espèces qui peuvent être un peu salissantes, et on va tout de suite savoir lesquelles, comme le pigeon, etc., mais on ne dédie pas des nichoirs aux pigeons, on ne parle pas du tout de ces espèces-là, on se retrouve avec des cavités qui sont propres, qui sont saines et qui en plus ne créent pas de pont thermique. Donc ça, je pense que c'est des choses qui sont vraiment importantes à dire parce que ça peut être des petits écueils, des croyances qu'on a, voilà, qu'on peut avoir, mais en tout cas aujourd'hui, puis je pense que par exemple, il vaut mieux entendre des piaillements de moineaux que d'entendre du trafic routier toute la journée, même en termes de nuisance sonore, je pense qu'on est loin d'être sur la même dérangement. Donc moi, je voulais vous parler d'un exemple de rénovation thermique avec prise en compte de la biodiversité pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est une résidence sur laquelle j'ai travaillé en tant que bénévole de la Ligue de protection des oiseaux.
Donc vous voyez, la nidification initiale, elle se faisait tout en haut, sous les acrotères de cet immeuble, donc au sixième étage, avec des oiseaux qui arrivaient par en dessous et qui occupaient tous les trous qui s'étaient faits au fur et à mesure. Et donc on a une résidence qui avait une colonie, alors du coup pour le coup très importante, et ça on se retrouve pas toujours avec des colonies de cette taille-là, avec une colonie d'environ 50 à 60 couples de martinets noirs et aussi des chauves-souris qui utilisaient ces mêmes acrotères pour se cacher et comme abri la nuit. Une fois qu'on a été alerté par une habitante d'un démarrage ou d'un projet de chantier, on a travaillé avec la maîtrise d'œuvre sur le phasage du chantier parce que eux avaient leur idée de par où ils voulaient commencer. Et finalement, on a réorganisé le phasage du chantier pour qu'il y ait un minimum d'impact sur le chantier pour éviter les dérangements. C'est pour ça que vous voyez sur l'image en bas, un échafaudage qui est posé de façon un petit peu originale, c'est-à-dire que tout à gauche, on pouvait travailler et l'entreprise pouvait travailler et faire son isolation thermique par l'extérieur sans aucun souci. Par contre, tout ce qui était à droite, on avait des nids qui étaient occupés sous les acrotères et donc du coup, on les a autorisés à monter déjà une partie de l'échafaudage puisque l'échafaudage était présent, mais de façon à pas gêner l'accès au nid pour les oiseaux. Et on a fait comme ça donc c'est une résidence qui est assez grosse, hein. Il y a 5 immeubles, donc ça fait largement une centaine de logements. Et on avait des présences de nids, pas sur toutes les façades, puisqu'il y avait des façades qui n'étaient pas occupées, puisqu'il y avait des arbres en cour intérieure, etc. Donc on a pu travailler de façon intelligente et faire un phasage sur toute l'année de façon à impacter le moins possible et le chantier et les habitants, parce que c'est pas très agréable pour des habitants d'avoir des échafaudages devant eux, sous leur nez, pendant des mois et des mois. Donc l'idée, ça a été d'un petit peu de concilier tout ça. Donc vous voyez, étant donné que c'était des nichoirs qui étaient, enfin des nids qui étaient très hauts, puisque les martinets nichent en général assez haut, l'idée, ça a été de reprendre et de faire installer ce type de nichoir que vous voyez en haut à droite. Donc ça, c'était des nichoirs béton-bois avec 3 cavités, ce qui permet de faire 3 nids différents dans le même nichoir. Et des gîtes à chauve-souris, pareil, qu'on a installés, qui ont permis de compenser la destruction de l'habitat, puisque l'ITE qui était mis en place ne permet plus d'accéder aux trous dans lesquels il nichait. Donc avec l'architecte, elle nous a posé un certain nombre de questions. Elle voulait garder le rythme des fenêtres, donc on a dit, il n'y a pas de souci. On installera, l'idée c'est d'installer les nichoirs au plus près possible de là où ils nichaient, de façon à ce que on puisse retrouver l'année suivante les oiseaux qui viennent réoccuper les nids. Et donc vous voyez que finalement, une fois que le nichoir il est mis à ras de l'ITE, puisque ces nichoirs-là aujourd'hui, on travaille sur des nichoirs qui ont la même, avec des profondeurs qui sont réglables en fonction de la profondeur de l'ITE, n'apparaît que les trous de sortie des oiseaux ou les trous de sortie des chauves-souris. Donc vous voyez sur les différentes photos que ça fait des séries de 3 petits trous. En tout, on a posé 40 nichoirs comme ça. Donc ça fait 120 cavités qui ont été créées pour la colonie. Donc on a même agrandi la possibilité à la colonie en termes de possibilités de cavités et de nids. Et en nichoir à chauve-souris, on en a posé 10. Alors, faut savoir que du coup, en même temps, donc vous voyez sur ça, ça reste quand même extrêmement discret et les oiseaux vont pas, voilà, ils passent leur vie à rentrer et à sortir, mais pour autant, c'est pas quelque chose où vous allez voir des salissures, il va pas y avoir d'enduit qui va être noirci, etc. Euh, le coût aussi, c'est important quand même d'entendre ça. Aujourd'hui, par rapport à un chantier, euh, c'est absolument infime de prendre en compte la biodiversité par rapport au coût global d'un chantier de rénovation thermique. Moi, j'ai fait des petits calculs, on est largement en dessous de 1% du coût d'un chantier global, parce que si vous faites une étude avec un écologue,
Ça va vous coûter quelques centaines d'euros. Si vous le faites, vous verrez, je vous donnerai quelques adresses tout à l'heure. Euh, les nichoirs, le coût des nichoirs, c'est pas quelque chose qui est très cher aujourd'hui parce qu'on a des nichoirs avec des entreprises qui fabriquent en France, faits par des naturalistes et des écologues à la base et qui ont vraiment des choses qui marchent très très bien et qui sont pas très très chères, hein. Par exemple, un nichoir comme ça, trois cavités. Grosso modo, sur du hors taxe, on est à une centaine d'euros, hors pause, bien sûr, mais c'est là où il faut être vigilant et il faut faire attention de ne pas tomber non plus sur des entreprises, parce que ça existe aussi qui, du coup, essaient de faire des marges en posant les nichoirs et qui achètent des nichoirs et qui vous font du x5 ou du x6. Alors que à la base, le coût du nichoir, il est vraiment pas très cher. Et comme vous voyez sur la slide d'avant, comme c'est intégré dans l'ITE, finalement, il n'y a rien de particulier à faire en plus. Enfin, je veux dire, les fixations, s'il y a deux ou trois scellements chimiques et les vis qui vont bien, qui sont avec, la découpe de l'isolant autour, et on se retrouve avec, c'est pas un travail qui est énorme à faire en plus. Donc les coûts les surcoûts de pose, normalement, ils doivent vraiment rester faibles. On ne doit pas se retrouver avec un projet excessivement cher. Et c'est pour ça que je vous dis que sur les calculs que j'ai faits, moi, je pense que par rapport à un coût global d'une rénovation thermique, on est sur moins de 1%. Après, il y a d'autres aménagements qui sont bien sûr possibles. Et tout à l'heure, je pense qu'on en parlera. Il y a les toits terrasses végétalisés. Il y a des solutions plus classiques, mais qui peuvent poser un petit peu plus de soucis et qu'on verra plutôt, qu'on voit peut-être un petit peu de moins en moins, c'est-à-dire non pas de poser dans l'ITE, mais de se faire en excroissance sur le bâti. Bon, ça peut poser des soucis, peut-être un peu plus de stagnation d'eau, etc. Donc je pense, moi je préconise un petit peu moins ce genre de solution. Et puis sur des copropriétés où il y aurait des jardins importants, il peut y avoir aussi la possibilité d'installer des espèces de tours qui permettent à ces espèces qui nichent en colonies et qui sont assez grégaires, comme les martinets, comme les chauves-souris, comme les moineaux, finalement de faire un aménagement qui n'est pas sur le bâti, mais qui est dans le jardin. C'est des tours assez hautes, hein, qui montent jusqu'à 5-6 mètres de haut, mais qui permettent finalement de déplacer un petit peu, et elles marchent plutôt pas mal. Et puis la végétalisation, alors bien sûr, il ne faut pas faire une végétalisation qui soit rase de petites plantes grasses. Il faut penser ça de façon avec beaucoup plus de hauteur et de diversité. Mais les toits terrasses végétalisés, les murs végétalisés, la végétalisation des pieds de mur qui sont en plus intéressantes en termes de lutte contre les effets de la chaleur, permettent d'avoir des solutions intéressantes sur la biodiversité et de créer en même temps des strates arbustives, entre guillemets, qui vont vous permettre d'avoir une diversité toujours intéressante. En termes de ressources, donc vous verrez quand vous aurez cette présentation, pour moi, vraiment, ce qui est le plus important, c'est le guide qu'a fait la Ligue de protection des oiseaux sur rénovation du bâti et biodiversité. Il est vraiment extrêmement bien fait avec toutes les solutions. Et en plus, ils l'ont un petit peu séquencé de façon en fonction de qui on est. Est-ce que je suis un propriétaire? Est-ce que je suis une entreprise? Est-ce que je suis un architecte? Comment j'agis? Comment je réagis, par exemple, si je suis une entreprise et que je découvre au moment où je défais tous les volets roulants parce qu'on va faire l'isolant, que c'est des nichoirs ou des abris qu'occupent des chauves-souris. Voilà, comment j'agis, comment je réagis. Donc je le trouve, ce guide, il est vraiment bien fait. Il est vraiment très intéressant à consulter. L'Agence régionale de biodiversité, ils ont des ressources intéressantes et un spécialiste sur le sujet qui est Marc Barra. Et puis après, il y a d'autres choses que vous pouvez regarder avec des webinaires qui existent aussi et qui sont toujours en ligne, comme Plantes et Cité, qui est aussi très intéressant, notamment sur tout ce qui est végétalisation des pieds de mur et du bâti. Je voulais aussi vous dire, donc voilà, en termes d'écologue et de matériel dédié, euh, en fonction de la taille du bâti, si vraiment c'est du très très gros bâti, sur où vous installez, vous travaillez pour même sur voilà, sur un bailleur social qui rénove beaucoup son parc, etc.
Vous avez des gros cabinets comme Écologie qui sont très très bons sur ce domaine et en particulier un qui est Aurélien Huguet qui est vraiment qui s'est spécialisé sur bâti et biodiversité. La Ligue de protection des oiseaux, vous pouvez la contacter aussi. Elle peut intervenir et vous faire ce diagnostic, ce diagnostic et ces cahiers de recommandation en termes de biodiversité dans le bâti. Donc ça, il faut pas hésiter parce que en fonction de la taille, soit ils vous feront payer vraiment très très peu cher. Enfin voilà, avec ça sera jamais énorme. Et puis cet écologue aussi avec qui je travaille et qui a développé aussi cette activité-là, son activité, qui est aussi un naturaliste francilien depuis très longtemps et qui connaît très bien cette thématique. En matière de nichoir, moi je recommande beaucoup ces deux sociétés qui sont NatH, donc Nature et Harmonie et Coab, parce que ce sont des sociétés françaises et qui sont issues de milieux naturalistes. Donc elles connaissent bien le sujet, elles font des nichoirs vraiment qui sont adaptés. Il y a aujourd'hui des sociétés qui se lancent un petit peu dans la fabrication de nichoirs et qui sont à la base plutôt de gros industriels qui travaillent sur la rénovation thermique, comme par exemple, ah ben j'ai oublié le nom, mais qui aujourd'hui vendent ça extrêmement cher et avec des utilisations de résine dedans, qui fait que c'est peut-être pas si respirant que ça et que ça peut poser des soucis sur les espèces qui les utilisent. Donc moi, voilà, je recommande plutôt d'aller sur des solutions de ce type. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment, et l'étude et l'achat de nichoir, ça va vraiment pas coûter grand-chose par rapport au projet global. Il faut savoir que si par exemple sur une copropriété, vous mettez déjà 5-6 nichoirs plus un ou deux abris à chauve-souris, bah, ça sera déjà super. Si toutes les copros rénovées font ça, on a vraiment de bonnes chances de recréer des espaces artificiels, mais qui finalement sont réutilisés de façon naturelle par les oiseaux. Donc, et j'insiste sur le fait que la pose, ça ne doit vraiment pas être générateur de surcoût excessif parce que voilà, c'est pas normal de voir ça sur des devis quand ils arrivent, quand on les voit. Donc voilà pour moi. Nous, sur Colombe, on va organiser les 29 et 30 mai des journées Rénov-Habitat qui sont dédiées aux matériaux biosourcés. C'est l'autre secteur sur lequel on incite pas mal les gens à aller, notamment pour mieux vivre les canicules, et sur le biosourcé, et sur bah, bien sûr encore, on aura aussi la Ligue de protection des oiseaux, entre autres, qui sont là avec des fournisseurs pour intervenir sur la partie bâti et biodiversité. Donc merci pour votre écoute et je laisse la parole. Merci beaucoup, Vincent. On va pouvoir passer à la présentation de Jeanne. Juste un petit mot, n'hésitez pas à utiliser l'onglet QRR pour poser dès maintenant vos questions, donc on y répondra juste après. Je voulais juste me confirmer que l'écran s'est bien affiché avant de démarrer. Oh ouais, il n'est pas en plein écran, mais on le voit. Ouais, là, normalement, c'est bon. C'est bon? Oui. Super. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Jeanne Foucoir. Je travaille à la direction des espaces verts et de l'environnement de la ville de Paris, où je suis en charge de la mise en œuvre de notre plan biodiversité. Et j'ai également endossé le rôle de chef de projet pour la conception du BiodiveScore, qui est un outil qu'on a créé en interne et qui est à destination des acteurs de la construction et de la végétalisation, plutôt sur le territoire parisien, mais sur le milieu urbain dense en règle générale. Donc, je vais commencer par revenir sur quelques éléments de contexte et vous expliquer pourquoi, en fait, on a souhaité créer cet outil. C'est parce que sur le territoire parisien, en fait, on a la majorité des projets qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale. C'est ce que précisait Vincent. Donc, en gros, on a estimé qu'il y avait 95% des projets qui étaient sous les seuils du Code de l'environnement et donc qui, du coup, n'étaient pas évalués au prisme de la biodiversité. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité créer un outil qui soit un peu un intermédiaire et qui vienne aider à la conception pour réduire les impacts des projets sur la biodiversité. Dans le même temps, ça vous a pas échappé si vous pratiquez le territoire parisien, on est vraiment dans une ère de la végétalisation qui sort des espaces verts et qui déborde en fait sur l'espace public, mais aussi chez les parcelles privées. Et donc pour ça, donc c'est un concept qui s'appelle la ville-jardin.
Et avec le biodiscore, on a souhaité accompagner ce processus de végétalisation pour du coup en fait avoir une végétalisation qui soit qualitative et en faveur de la biodiversité. Donc pardon, je vais boire un petit coup d'eau. Le biodiscore, du coup, il a été inscrit dans des documents cadres de la ville qui, en fait, servent à créer la ville-jardin, notamment le plan local d'urbanisme bioclimatique, donc qui a été révisé et voté à la fin de l'année 2024 par la ville de Paris. Et il est inscrit dans un document qui s'appelle l'orientation d'aménagement et de programmation en faveur de la biodiversité. Il est également inscrit dans le plan climat qui avait été voté au même Conseil de Paris à la fin de l'année 2024. Et dans le plan climat, on a la même cible qui s'exprime à l'horizon 2030, qui est celle qui est reprise dans notre plan de biodiversité, qui est que 100% des projets municipaux et des bailleurs sociaux utilisent le biodiscore. Donc c'est vraiment en fait les utilisateurs prioritaires, ce sont les projets municipaux et les bailleurs sociaux, mais on s'adresse bien évidemment à tous les acteurs du territoire parisien ou des territoires des milieux urbains. Sur la méthodologie de conception et son contenu. Donc, on a 4 axes qui nous ont vraiment guidés en fait pour concevoir cet outil. Donc là, le premier, c'est qu'il soit pédagogique, parce que en effet, donc les acteurs en fait de la construction, voire même parfois du paysage, sont peu formés aux enjeux de biodiversité et aux liens qu'il peut y avoir en fait entre leur action et la biodiversité. Donc, c'était vraiment notre entrée, c'était en fait de faire de la pédagogie et de participer à l'amélioration continue des pratiques. Donc pour ça, en fait, l'outil, vous le verrez un peu plus tard, il est pensé avec des codes couleurs qui permettent très facilement et très intuitivement de savoir comment performe le projet et où est-ce qu'on a des marges de progression. L'autre chose qui était vraiment importante pour nous, c'est qu'il soit utilisé par des non-spécialistes. Donc en ce sens, on n'a pas besoin d'avoir de compétences d'écologue ou de naturaliste pour le renseigner. Mais voilà, on vise un public plutôt architecte, paysagiste, mais on a aussi des gens du grand public averti qui l'a déjà renseigné et qui nous a dit que c'était tout à fait abordable. Et la dernière chose, c'est que le biodiscore, donc il est spécifique au milieu urbain dense parisien, au sens où en fait il reprend vraiment le référentiel qu'on a sur la biodiversité à Paris, qui s'appelle les chemins de la nature, qui est un référentiel sur nos trames vertes et bleues, donc nos continuités écologiques, et il va décliner en fait ce référentiel par des questions justement très simples et accessibles pour connaître l'impact qu'un projet a sur la biodiversité. Donc, il est spécifique au milieu urbain dense parisien, mais comme je vous le disais, tous les territoires en fait de milieu urbain dense peuvent tout à fait s'en saisir, même si la terminologie est parisienne, on a quand même des concepts qui sont réplicables. Une petite alerte sur ce que n'est pas par contre le biodivscore. Donc le biodivscore, comme c'est un outil qui n'est pas à destination des spécialistes, il ne peut pas prétendre être un diagnostic de biodiversité ou un état zéro de la biodiversité. Il ne va pas non plus permettre de fournir un rapport d'évaluation des incidences qu'un projet a sur la biodiversité. Ce n'est pas un label ou une certification. Donc, il n'y a pas de démarche de reconnaissance en fait derrière. Il ne va pas non plus livrer les mesures d'évitement, de réduction et de compensation à adopter, et il ne va pas non plus évaluer la gestion. Donc en fait tout ça, enfin il va pas, pardon, c'est pas un outil d'évaluation de la gestion. Toutes ces thématiques en fait elles sont prises en compte dans notre outil qui va fournir un éclairage sur ces différentes thématiques là, mais par contre en aucun cas le biodiscore ne va se substituer à l'intervention d'un écologue qui est vraiment le spécialiste de la biodiversité et qui du coup pourra fournir des conseils bien plus précis. Donc, quand on parle du biodiscore, on mentionne en fait 3 supports qui sont associés et qui sont téléchargeables en libre accès depuis un portail numérique, donc biodiscore.paris.fr. Le premier support, c'est le cœur de l'outil. En fait, ce sont des référentiels de questions, donc des grilles évaluatives, qui vont être déclinées en fonction de la typologie de projet concerné. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu après, mais le biodiscore, du coup, va concerner différents types de projets en fonction de ces caractéristiques. Le deuxième support, c'est une notice d'utilisation qui en fait permet d'aider l'utilisateur à s'emparer du questionnaire et à pouvoir l'utiliser facilement. Et le dernier, c'est un guide qu'on a appelé donc le guide du projet urbain à biodiversité positive, qui fournit les clés de lecture du biodivscore. Donc c'est un document rédigé d'une 60aine de pages qui en fait va venir expliciter les concepts qui sont développés dans le biodivscore et préciser certaines notions qui sont évaluées.
Concernant notre public cible, donc comme je vous l'ai dit dans le plan climat et dans le plan biodiversité, le biodiscours doit s'appliquer aux projets de la ville et de ses opérateurs, donc au premier titre les bailleurs sociaux et les sociétés d'économie mixte, mais on souhaite aussi que tous les porteurs de projets privés puissent s'en emparer. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix d'avoir un outil téléchargeable en libre accès 100% gratuit. Et pour que un maximum d'acteurs l'utilisent, on l'a pensé pour être polyvalent et pour s'adapter aux différents critères des projets. Donc pour cela, on a développé différentes grilles d'évaluation. Donc la première et qui vous concerne certainement le plus, c'est les projets de construction neuve ou de réhabilitation. On a un deuxième référentiel qui existe, qui est celui de la végétalisation du bâti. Donc ça veut dire qu'on va intervenir en végétalisation de façade et ou de toiture, mais on n'a pas de composante d'espace libre, donc de cours, d'espaces verts concernés. Et on travaille aussi à la déclinaison de ce référentiel pour des projets d'espace public, donc plutôt de rues et de places végétalisées sur la voirie, et de parcs et jardins, donc de grande envergure, donc soit des parcs et jardins publics, soit pour des copropriétés qui ont des espaces verts qui sont identifiés comme espaces verts protégés dans notre plan local d'urbanisme bioclimatique. Le mode d'utilisation du biodiscours, c'est de l'auto-évaluation. Et donc pour ça, en fait, le porteur de projet va s'auto-évaluer sur 5 axes. Le premier, c'est pour définir le potentiel d'accueil de la biodiversité avant projet. Donc ça donnera lieu à un état initial. En miroir, il va renseigner le potentiel d'accueil de la biodiversité après projet, qui donnera donc lieu à l'état projeté. Et ensuite, il y a une série de questions sur comment le porteur de projet cherche à éviter, réduire et compenser ses impacts sur la biodiversité, et ce, aux différentes phases du projet. Donc en phase conception, en phase chantier et en phase de gestion. Ce petit schéma, c'est pour rappeler deux choses. Donc, la première, c'est que le biodiscours, c'est un outil projet. Donc, en fait, il a vocation à être enseigné a priori avant que les travaux démarrent et que l'autorisation d'urbanisme soit déposée. Mais également pour souligner que ce qui est vraiment fondamental, c'est de s'en saisir le plus en amont possible au moment de l'opération. Parce qu'en fait, bien souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des bonnes intentions qui arrivent en cours de conception, mais la conception est déjà en fait souvent très arrêtée. Du coup, on a moins de marge de progression pour pouvoir limiter les impacts du projet sur la biodiversité et créer des habitats favorables. Donc, plus on pense la biodiversité en amont, plus du coup le projet en sera qualitatif. Concernant le contenu, donc il y a différentes familles de cibles qui sont évaluées au sein du biodiscours, avec notamment nos 4 grandes trames écologiques qu'on travaille et qu'on cherche à cartographier et à qualifier sur le territoire parisien. Donc d'abord, il y a tout ce qui concerne la trame verte, avec des questions de végétation. On a ensuite la trame bleue, qui du coup va s'intéresser aux éléments aquatiques, humides, et donc tout ce qui a trait à l'eau. La trame brune qui regarde le sol et la pleine terre. Et enfin, la trame nocturne avec notamment des questions d'éclairage qui sont une des pressions aussi qui s'exercent sur la biodiversité. Ensuite, on a certaines familles de cibles vont être plus développées au sein des questions. Donc, c'est notamment le cas de la trame verte et de la végétation, où on va poser des questions plus fines pour savoir quelle est la diversité de la végétation qui est présente ou qui est projetée sur l'emprise du projet. Donc, on va réfléchir en termes de sous-trame. Donc, est-ce on retrouve des arbres, est-ce qu'on retrouve des arbustes, est-ce qu'on retrouve une sous-trame herbacée. Et on va également s'intéresser à l'origine des végétaux qui vont être présents. Donc parce qu'en fait, justement, végétalisation ne rime pas forcément avec gain pour la biodiversité, puisqu'il y a certaines plantes qui, du coup, vont être plus intéressantes pour la biodiversité, ce qu'on appelle les plantes régionales, donc celles qui sont, dans notre cas, issues du bassin parisien, et qui vont avoir un intérêt plus fort pour les animaux du territoire. Et à l'inverse, donc il y a des espèces qu'on appelle exotiques envahissantes, qui sont du coup originaires en dehors du bassin parisien et qui, une fois qu'elles sont installées, elles vont prendre beaucoup de place et vont concurrencer en fait les espèces régionales et créer des déséquilibres au sein de l'écosystème.
On va aussi s'intéresser plus finement à ce qui se passe sur le bâti, donc en regardant s'il y a une végétalisation du bâti et regarder un peu les caractéristiques techniques de cette végétalisation. S'il y a des dispositifs d'accueil de la présence de faune et d'accueil de la faune qui sont prévus dans le cadre du projet, donc ça Vincent en a largement parlé. Et on a également inséré des questions qui concernent en fait les matériaux, avec cette idée donc d'empreinte biodiversité, donc un peu sur le même modèle que l'empreinte écologique, se dire qu'un chantier à Paris peut avoir des impacts sur les écosystèmes et donc sur la biodiversité en dehors de l'emprise chantier, parce qu'on a été prélever des ressources, donc du sable, de la terre, etc. Donc ça, c'était aussi un volet qu'on voulait insérer dans le biodiscours pour en tout cas faire réfléchir à cette question et du coup voilà qu'elle devienne au moins un peu un automatisme, une question à se poser lorsqu'on conçoit un projet. Et l'ensemble de ces questions est en fait reballé dans un cadre d'évaluation globale qui est celui d'attitude d'évitement, de réduction et de compensation des impacts. Donc en premier lieu, je cherche à éviter les impacts sur la biodiversité. Ceux que je n'ai pas réussi à éviter, je cherche à les réduire et à terme, les impacts qui n'ont été ni évités ni réduits, on doit les compenser. La grille de questions, donc en fait, c'est un calculateur Excel qui du coup se décompose en plusieurs onglets. Donc il y a un premier onglet d'accueil qui rappelle juste les prérequis pour pouvoir en fait appliquer ce référentiel-là. Il donne également les liens vers la documentation ressources. On a ensuite un onglet de fiches d'identité qui en fait va répertorier des données de contexte de différentes natures, donc des données plutôt sur la géographie, donc l'adresse du projet, d'urbanisme pour savoir quels sont les numéros de parcelles, si on est dans un secteur particulier identifié au plan local d'urbanisme bioclimatique, puisque à Paris on a identifié en fait des secteurs de renforcement du végétal, donc du coup qui sous-entendent qu'il y a une sensibilité particulière quand le projet est implanté dans ce sous-secteur. On demande également donc des informations plutôt d'ordre écologique, donc à quelle distance on se situe des éléments d'intérêt écologique, donc que ce soit les trames vertes et bleues locales ou régionales. Et l'ensemble de ces informations permet en fait d'orienter sur la sensibilité qu'a le projet au regard de son secteur, pour en fait se dire le projet c'est pas un isolat, il vient s'implanter en fait dans un territoire et donc c'est important de penser les liens du projet avec le territoire pour notamment la biodiversité qui circule en fait sans se soucier des limites parcellaires, des limites de propriété, etc. Ensuite, les onglets principaux qui constituent le cœur de l'outil, ce sont les axes d'évaluation. Donc, ces axes d'évaluation sont eux-mêmes décomposés en rubriques pour en fait grouper les questions. Et enfin, on a un dernier onglet qui est l'onglet des résultats. C'est un tableau automatisé qui va permettre en fait d'attribuer des classes qui vont de A à D. Donc, vous l'avez peut-être compris, mais donc le biodiscours en fait ça s'inspire du Nutri-Score avec l'attribution d'une classe donc A étant le plus performant et D le moins performant en fonction du potentiel d'accueil de la biodiversité. Et ces classes-là, elles sont en fait redistribuées à différents niveaux. Donc d'abord par axe d'évaluation, à l'intérieur de ces axes par rubrique, et on a également une classe globale qui permet de situer le projet, une fois qu'on a rempli les 5 axes d'évaluation. Ça, c'est une vue de notre V1 des résultats que vous pouvez obtenir une fois que vous avez rempli tout l'outil. Les classes, elles sont définies très simplement par tranche de 25% en 25% de points qui sont obtenus. Et en fait, vous voyez, d'un simple coup d'œil, en fait, grâce à ce code couleur, on arrive à savoir où est-ce que le projet est performant et où est-ce qu'il y a des marges de progression. Et notamment sur l'état initial, ça permet de voir en fait quels sont les éléments d'intérêt qu'il va falloir chercher au maximum à conserver, parce que du coup, on tend vers un B ou un A. Et à l'inverse, ceux qui justement méritent d'être particulièrement questionner et travailler pour augmenter le potentiel d'accueil de la biodiversité une fois le projet réalisé. On a également inséré un système de bonus-malus qui en fait vient valoriser les projets qui ont amélioré le potentiel d'accueil de la biodiversité en état projeté et sanctionner les projets qui auront dégradé en fait l'état initial. Sachant que dans les faits, en fait, il est plutôt pensé comme un coup de pouce pour passer d'une classe à une autre ou pour conforter une classe, parce que voilà, c'est rare finalement que les utilisateurs du biodiscours dégradent l'état initial.
Bon. Maintenant, je vais faire un petit zoom sur le référentiel de construction-réhabilitation, puisque c'est certainement celui qui vous concerne le plus en tant que copropriété, enfin qu'acteur dans les copropriétés privées. On a un seul prérequis, c'est d'avoir une surface minimale d'espace libre, parce que en fait, on se dit qu'en dessous de 200 mètres carrés, c'est très contraint d'aller intervenir sur les espaces libres. Donc, on peut faire des choses, mais voilà, on voulait avoir une maille un peu plus large pour du coup ne pas pénaliser des projets qui seraient trop petits et qui du coup seraient contraints parce que dans ces 200 mètres carrés, il faut mettre les locaux poubelles, les locaux poussettes, etc. Donc ça, c'est la structure du Bioduscore construction réhabilitation avec ses différentes rubriques. Donc sur la colonne de gauche, vous avez l'état initial et l'état projeté qui sont situés dans la même colonne puisqu'ils sont vraiment pensés en miroir. Le but étant de pouvoir faire une comparaison état initial, état projeté. Et dans ces axes d'évaluation-là, on va regarder 4 groupes de questions. D'abord, tout ce qui se passe sur les espaces libres, donc les espaces qui ne sont pas bâtis. Ensuite, on va porter l'attention sur les éléments bâtis, l'éclairage extérieur et la faune. Sur la partie ERC en phase conception, donc ça se subdivise en 2 parties. La première, la qualité écologique, c'est en fait pour évaluer le degré d'insertion de la biodiversité par la maîtrise d'ouvrage et par la maîtrise d'œuvre dans les documents de conception, dans le programme. Et ensuite, la partie évitement, réduction et compensation des impacts, c'est pour estimer comment en fait les choix de conception et les choix de construction ont permis d'éviter, de réduire et de compenser les impacts. En phase chantier, c'est scindé en 2 temps. C'est d'abord comment est-ce qu'on prépare le chantier, donc en amont, comment est-ce qu'on pense en fait à limiter les impacts sur la biodiversité. Et une fois que le chantier est lancé, quelles sont les mesures qui sont mises en œuvre pour s'assurer que les impacts soient le plus limités possible. Et enfin, en phase gestion, donc c'est en 3 temps. Les ambitions écologiques, c'est pour savoir si la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre a pensé à des systèmes de labellisation, de suite biodiversité dans le temps. Quelles sont les pratiques qui sont envisagées? Donc, est-ce qu'on a réfléchi en fait à faire en sorte que ce soit des pratiques de gestion écologique qui soient mises en œuvre, puisque c'est déterminant pour du coup la pérennité du projet et que la biodiversité puisse se maintenir sur le site, que la gestion soit bien calibrée, et également des questions sur la pédagogie à destination des usagers et du personnel qui sera en charge de l'entretien des espaces végétalisés. Là également, donc c'est pour montrer en fait comment on remplit la grille. Donc c'est très simplement, vous avez les questions en fait qui sont renseignées ligne par ligne. Donc chaque ligne en fait permet d'évaluer une notion. Et ensuite, vous avez différentes possibilités de réponse qui vont permettre d'attribuer de 0 à 3 points en fonction de la qualité, de la performance du projet. Et dans la colonne score, il y a un petit menu déroulant qui permet en fait de sélectionner le nombre de points qui concernent votre projet. Voilà, et donc après, automatiquement, du coup, tout va être retranscrit dans l'onglet résultats et vous permettra d'avoir le score total. Donc l'idée, c'est aussi que ce soit un outil qui puisse être itératif, qu'on puisse en fait revenir dessus si on a différents scénarios pour pouvoir en fait identifier ce qui est le plus ou moins préjudiciable ou au contraire le plus souhaitable pour la biodiversité. Là, c'était juste pour vous montrer la nature des questions en fait qui sont à remplir et du coup, voilà, souligner qu'il n'y a pas besoin d'être écologue naturaliste pour le remplir. Il faut juste, voilà, lire les questions dans un français très simple. Donc, par exemple, sur les éléments bâtis, donc on retrouve des éléments dont a parlé Vincent un peu plus tôt sur est-ce que du coup on retrouve des ouvertures non bouchées ou non grillagées dans certains murs du bâtiment, donc qui pourraient justement laisser à penser que des oiseaux peuvent venir nicher. Sur l'éclairage extérieur, on va par exemple interroger l'orientation de l'éclairage pour savoir si on va éclairer la végétation ou le ciel. Et puis sur la faune, interroger par exemple l'installation de micro-habitats qui pourront servir de support d'accueil à de la faune. Sur la conception, donc sans tout lister, donc c'est est-ce que par exemple on a cherché à identifier des espèces qui sont patrimoniales, donc c'est-à-dire qui sont rares, menacées, voire protégées, qui sont présentes sur le site, donc pour lesquelles du coup il y aurait un intérêt même légal à, à y faire attention.
demander également si on consulte un écologue, par exemple. Et sur la partie ERC, on va interroger l'abattage des arbres et si on a, avant d'intervenir sur le bâti, si on a contrôlé la présence de sites de nidification, par exemple. En phase de gestion sur la préparation, c'est comment est-ce qu'on réfléchit par exemple au plan d'installation de chantier pour qu'il soit le moins, qu'il ait le moins d'impact notamment sur les sols en termes de tassement, en termes de destruction de pelouse, choses comme ça. Et sur le suivi de chantier, donc éventuellement si un référent biodiversité est nommé ou également en termes de pollution, s'il y a un dispositif de traitement de ces produits qui a été pensé. Et enfin, en gestion, donc les ambitions écologiques, je vous les ai un peu détaillées tout à l'heure, c'est est-ce qu'on cherche à obtenir un label de gestion écologique. Sur les pratiques, donc est-ce qu'on va programmer nos interventions en dehors des périodes d'activité sensibles, donc normalement entre le 15 mars et le 15 août, on ne taille plus ces arbres et ces arbustes, puisqu'on est en pleine période de nidification. Et sur la pédagogie, donc justement, est-ce que des actions sont mises en œuvre à destination des personnes en charge de l'entretien et des usagers pour expliquer les pratiques de gestion qui peuvent être mises en place et qui sont encore aujourd'hui quand même souvent les moins pratiquées, enfin les moins courantes. En quelques minutes, donc pour vous donner à voir des cas d'application un peu concrets, donc là on est dans le 13e arrondissement, dans la cour d'un collège. Donc on avait rempli l'état initial de 7 parcelles qui du coup obtenaient une classe de C. Donc on a des espaces libres qui sont en fait très peu végétalisés, avec des espèces qui étaient majoritairement horticoles et exotiques, donc moins intéressantes pour la biodiversité, et des éléments bâtis qui n'étaient pas du tout végétalisés. Et en comparaison, donc toujours dans le 13e arrondissement, là on est dans une crèche. Donc si vous voyez ma souris, en fait c'est tout cet espace-là qui a été évalué, et donc là on voit bien que les espaces libres présentent déjà un potentiel d'accueil de la biodiversité bien plus important, parce que avec une végétalisation plus importante, 3 strates de végétation, on voit qu'on a des arbres en plus assez vieux qui sont à maturité, etc. Voilà. Pour vous présenter assez brièvement les outils d'accompagnement que je vous ai cités tout à l'heure, donc la notice d'utilisation, c'est un document qui répond en 10 questions, en 4 pages, des questions très pratiques sur comment est-ce que j'utilise le BiodiffScore et pourquoi est-ce que voilà, il y a certains paramétrages d'affichage, des choses comme ça qui sont renseignés. Donc l'idée c'est d'être très transparent. On explique comment le bonus est calculé, etc. Et sur le guide du projet urbain à biodiversité positive, donc il peut être utilisé soit sans remplir le biodiscours, c'est-à-dire qu'en fait il présente un peu les bonnes pratiques pour tendre vers un projet du moindre impact sur la biodiversité, mais il peut aussi être utilisé du coup en complément lorsqu'on remplit la grille, puisqu'il va fournir des explications détaillées sur les notions qui sont évaluées dans le biodiscours, et on a inséré aussi des clés de lecture pour des notions qui nous paraissaient peut-être moins facilement appréhendable et qui nécessitait un peu plus d'explications sur la manière dont on souhaitait que ce soit renseigné. Donc ça, c'est le sommaire du guide qui reprend en fait les grands onglets dont je vous ai parlé. Donc replacer le site dans son environnement proche, optimiser le potentiel d'accueil de la biodiversité, concevoir le projet de manière à tendre vers le moindre impact, éviter et réduire les impacts des travaux et prévoir une gestion favorable à la biodiversité, avec à la fin du coup un glossaire et l'index des notions qui sont évaluées dans le biodiscours et qui sont identifiées dans le guide parce que donc elles ont une typographie particulière. Et je termine avec un retour d'application d'un partenaire du coup extérieur à la ville de Paris, qui est le bailleur social Elogissian, qui a utilisé le BiodiffScore dans le cadre de la réhabilitation d'un immeuble, donc d'un ensemble d'immeubles de 1900, et cette opération comprenait une requalification des cours, donc vous voyez qui était dévolue majoritairement au cheminement, à de la voirie avec très asphalté, etc. Donc tous les onglets n'ont pas été remplis parce qu'en fait ils l'ont justement renseigné une fois que le projet avait déjà été livré. Donc c'est pas normalement la philosophie initiale de cet outil-là, mais ils ont rempli l'état initial, l'état projeté et la conception. Et donc on peut voir que en tout cas de renseigner l'outil a permis d'objectiver que le potentiel d'accueil de la biodiversité était plus important après le projet qu'avant. Et on voit également qu'en conception, la qualité écologique reste aujourd'hui en fait un impensé
et que si, enfin, c'est pas routinier en fait chez les maîtrises d'ouvrage et les maîtrises d'œuvre, et que du coup en fait le biodiscours c'est également son intérêt, c'est d'aider à se poser les bonnes questions et d'avoir la checklist la checklist des questions à se poser pour avoir un projet le plus intéressant pour la biodiversité. Et je termine avec du coup quelques citations des logiciens après avoir s'être approprié notre outil Biodiscord, donc qui cite bien que c'est un support d'apprentissage pour la maîtrise d'ouvrage, mais aussi pour les maîtrises d'œuvre avec qui ils travaillent, que le questionnaire est facile à utiliser et aide à se poser les bonnes questions, qu'il procure une satisfaction rapide pour l'équipe projet, donc ça c'est notamment grâce au code couleur, où on voit très vite en fait les progrès qui sont apportés par le projet. Et Logicium donc, souhaite appliquer systématiquement le biodiscours à leur projet et l'appliquer plus en amont pour justement avoir vraiment tout, tout le scope des questions à poser et que voilà, leur a vocation à rentrer dans le cahier de leurs recommandations techniques dans le futur. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Jeanne. Ok, eh ben on va pouvoir passer aux questions. On a 15 minutes devant nous encore. Alors, je vois déjà une question sur le BiodiV Score qui est: à combien de temps estimez-vous le suivi? BiodiV Combien Score. de temps on estime le temps de remplissage, c'est ça? Le suivi. Je pense C'est que là ça où veut dire le temps de remplissage. Ouais, peut-être. Ouais. Alors, bah nous, en interne à la ville de Paris, on a aussi notre direction de la construction publique et de l'architecture qui l'utilise systématiquement. Donc, en fait, quand ils vont faire des projets d'équipements municipaux, donc de crèches, d'écoles, de gymnases, etc. Et l'écologue qui en fait fournit l'état initial aux maîtrises d'œuvre aime à dire qu'il prend plus de temps de trajet à partir du bureau et à se rendre sur place qu'à remplir en fait la grille d'évaluation une fois qu'il est sur place. Donc c'est vraiment assez rapide. Et puis des différents retours, donc c'est assez variable. Mais il y a des gens qui nous disent que quand on connaît bien son projet, en 1 heure de temps, c'est bouclé. Certains qui du coup l'étalent un peu plus dans le temps, ça va leur prendre plutôt 2 semaines. Mais voilà, ça reste du coup des temps de travail acceptables. Ok. Euh, alors, je continue avec le Biodiscord. Je me demandais s'il y avait, si vous aviez des données sur son utilisation. Je ne sais pas s'il y a un suivi possible du nombre de téléchargements ou si avec les DP déposés, enfin par exemple le projet Logiciamp, c'est eux qui vous ont dit qu'ils avaient utilisé le Biodiscord ou comment vous êtes informé de ça? Alors, du coup, donc le portail, il a été lancé en février 2025. Donc, en fait, on a à peu près 1 an de recul. Et on a lancé une enquête d'utilisation auprès des personnes à qui on a présenté spécifiquement le Biodiscord, donc des structures, des partenaires, etc. On n'a pas eu beaucoup de réponses pour l'instant. Donc, on va continuer cette phase de recueil d'utilisation. L'idée étant en fait que, au-delà de savoir quelle en a été l'utilisation, on souhaite que ce soit un outil qui soit en fait utile et donc du coup pouvoir l'ajuster en fonction des retours d'usage en fait que les utilisateurs ont pu avoir. Et ça nous permet aussi de nous rendre compte s'il y a des questions en fait qui sont mal comprises ou s'il y a des impensés. Par exemple, on nous avait fait remonter qu'on n'avait pas de questions sur le sol. Donc là, dans la version 2 qu'on est en train de travailler, on a rajouté des questions grâce à ça. Et sur le nombre de téléchargements, donc en effet, on peut avoir la statistique, mais je ne l'ai pas vérifié avant la présentation, donc je ne peux pas vous la communiquer. Ok, pas de souci. Alors, on avait une autre question dans le chat qui s'adresse plutôt à Vincent, je pense. Ouais. Même si tu y as partiellement répondu. Donc la question c'est, est-ce que ce n'est pas à la ville ou au maître d'ouvrage de vérifier avant des travaux d'ampleur? Donc là, on parlait à ce moment-là de l'impact d'un projet sur la biodiversité et comment doit réagir l'entreprise qui intervient. Bah non, c'est pas à la ville à partir du moment où enfin, si c'est en copropriété, c'est des propriétés privées. Donc nous, on peut arriver, on peut être là en soutien effectivement et faire ce qu'on fait, ce travail de relais d'information, transmission de coordonnées d'écologues, etc. Par contre, après, ce qui peut, là où on peut être à l'inverse plus embêtant, c'est que si on s'aperçoit qu'il y a un projet qui est traité
et qu'on a connaissance de la biodiversité sur ce projet. À l'inverse, on pourrait être en capacité d'appeler la police de l'environnement et de les faire venir et de venir discuter avec la copro, avec la maîtrise d'œuvre, etc. Donc, c'est pour ça que dans toutes les présentations que soit Jeanne a faites ou moi, plus c'est pris en amont et mieux c'est parce qu'on va pouvoir se préparer par rapport à ça. Et puis, bah, comment réagir quand une entreprise, par exemple, démonte des volets roulants et trouve des oiseaux ou des chauves-souris? Le plus simple, c'est d'appeler la Ligue de protection des oiseaux. Donc sur le lien que j'ai mis, voilà, de faire un signalement immédiat, parce que eux pourront être amenés à réagir et savoir comment faire. Je sais que c'est arrivé par exemple il n'y a pas très longtemps où il y a une colonie de chauves-souris qui a été trouvée justement dans des volets roulants. Et du coup, elles ont toutes été emmenées de façon extrêmement précautionneuse au centre de soins de la faune sauvage à Maison Alfort, donc l'école vétérinaire. Elles ont toutes été prises en charge pour les nourrir, etc. Et elles ont été repositionnées dans un grand nichoir qui existait à proximité sur lesquels elles pouvaient. Donc voilà, ça c'est le relais, c'est fait comme ça. Donc je pense que la Ligue de protection des oiseaux ou l'école vétérinaire et en particulier le centre de soins de la faune sauvage de Maison Alfort, ce sont deux très bons relais si jamais il y a une situation. Mais ça, c'est indiqué dans le guide dont on a parlé et dont Solène aussi a parlé très brièvement de la Ligue de protection des oiseaux. Tout ça, c'est mis dedans. Ouais, bien sûr. Et donc ce guide, vous l'aurez en lien dans la présentation qu'on vous enverra. Ouais. Et il est aussi mis à disposition des copropriétaires sur Coach Mm. CoPro. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, donc là, vous parliez d'un exemple où il n'y a pas eu cette anticipation liée avec un diagnostic, ou alors visiblement ça a été découvert tardivement. Ouais. Pour justement éviter ça, comment en fait ce diagnostic naturaliste il va s'intégrer avec un projet de rénovation globale, notamment en copropriété, avec souvent une séquence diagnostic technique global, maîtrise d'œuvre, Ouais. travaux. Moi, c'est quelque chose que je présente de plus en plus. Alors, nous, à la ville, on a un fonds d'aide municipal qui fait qu'on est en contact avec les organismes qui réalisent notamment des DTG dans les copros. Donc, quand on a présenté ça à ces organismes-là, dès le départ, on leur parle de la prise en compte de la biodiversité. Et donc, je pense que voilà, c'est aussi le fait que dès le départ, eux, ils vont se dire, par rapport au projet et au scénarii de travaux qu'ils vont ensuite présenter aux copros avant d'aller sur tout ce qui est désignation de maîtrise d'œuvre, etc. Il y a déjà ça qui est mis en avant de façon à ce que dès le début du phasage, il y a, je pense, un travail à faire entre la maîtrise d'œuvre qui doit, lui, travailler avec l'écologue pour savoir où implanter, quelle espèce mettre, à quelle hauteur, etc. Parce que techniquement, tout ça, c'est très facile. Une fois que les échafaudages sont là, c'est vraiment pas compliqué, en fait. Il n'y a pas de, c'est pas, il y a pas de complexité particulière à installer ces nichoirs-là. Il y a même je pense même à des solutions qui existent déjà finalement dans le bâti, par exemple, et c'est aussi beaucoup le cas à Paris, tout ce qui est les anciens garde-manger qui sont encore présents dans les immeubles, mais ils sont encore très présents en petite ceinture aussi. Aujourd'hui, ils sont souvent bouchés, etc. Ils sont aussi de très très bons nichoirs et abris pour la faune. Et peut-être que parfois, il n'y a pas besoin de réinstaller des choses, mais juste de se réapproprier certains espaces qui existent dans le bâti et de les transformer pour que la faune puisse s'y installer. Donc il y a, en fait, on va dire que chaque cas est un peu unique, mais oui, il y a de ça un petit peu, oui. Mais ça sera un travail à faire entre écologue et maîtrise d'œuvre pour dire, bah voilà, l'écologue, une fois qu'il a fait son rapport, il en discute avec la maîtrise d'œuvre pour dire, vous pouvez installer comme ça, il y a ça à faire, à telle hauteur, et c'est des choses qui sont vraiment, encore une fois, très simples et qui marchent, quoi. C'est pas on n'est pas du tout sur du greenwashing. C'est l'installer des nichoirs et des gîtes, c'est vraiment efficace et c'est simple et ça coûte pas cher, quoi. Hmm. Et en tant que collectivité, est-ce que vous accompagnez les maîtres d'ouvrage ou c'est plutôt quelque chose qui va être confié aux agences locales de l'énergie
Alors nous, on travaille avec, enfin voilà, on a un pacte territorial aussi dans lequel on travaille avec l'EPT, mais donc on travaille avec tous les AMO qui accompagnent les copros. Moi, cette présentation, je l'ai aussi donnée à un certain nombre d'AMO qui existent aussi sur le territoire parisien. Et l'idée aussi, c'est que nous, la petite particularité qu'on a, c'est que nous, on cofinance une partie de ce travail-là d'aménagement pour la faune, puisque dans notre fonds d'aide municipale, on a un bonus pour l'utilisation de matériaux biosourcés, mais aussi une contrepartie qui est finalement, moi j'ai trouvé, enfin, quand je l'ai présenté aux élus, c'est comme ça que je l'ai dit, c'est on vous aide à la rénovation thermique, mais en échange, vous prenez en compte la biodiversité. Donc en fait, c'est une obligation pour les copros qu'on va accompagner dans ce cadre-là d'implanter gîtes et nichoirs, mais cette obligation, elle est en partie financée puisqu'on compense financièrement avec une petite aide. Mais je trouve intéressant le BioDiv Score parce que peut-être qu'on pourrait améliorer notre aide et elle pourrait être faite en fonction de ce type de grille que je trouve intéressante d'évaluation. Donc peut-être qu'on se reparlera avec Jeanne de ça. Mm. Sur l'aide, j'ai pas en tête si on a parlé du montant À Colombes, Oui, je sais pas c'est si... 500 euros. Donc Ok, ça permet, on va dire, de financer une partie de l'aide de l'étude et ou la prise en compte, enfin l'achat de matériel dédié, JT nichoir. C'est pas énorme, mais bon, étant donné que sur un projet, c'est déjà absolument ridicule la part installation de matériel pour la biodiversité, on a préféré soutenir cet effort de façon un petit peu symbolique et par contre soutenir inciter beaucoup plus en allant sur des matériaux biosourcés, puisqu'on fait une aide, un bonus de 1000 euros par lot d'habitation pour acheter des matériaux biosourcés, qui en plus, je trouve, ça va bien avec le côté vertueux de la prise en compte de la biodiversité. Donc c'est un cycle un petit peu complet, quoi. ouais. Et à Paris, il y a l'équivalent avec Éco-Rénovons Paris Plus qui vient subventionner justement davantage Mm. quand on utilise des matériaux biosourcés. Ouais. Peut-être justement si on s'intéresse un peu vraiment dans le détail des solutions qu'on peut proposer. On a une question sur qu'est-ce que vous avez pu observer sur l'adaptation des espèces dans les nouveaux habitats créés, par exemple, dans les isolations thermiques extérieures. Comme on a... Ah bon, enfin, l'adaptation, il retrouve très vite des gîtes et s'y réadapte parfaitement, hein, parce que c'est Mm. comme les gîtes et les nichoirs qui sont implantés, ils sont vraiment faits en fonction de chaque espèce, en termes de volume intérieur, de profondeur, de hauteur, etc., de trou d'envol, de où est-ce qu'il est positionné. Ça se passe enfin, très très bien, hein, c'est du matériel. Il y a des espèces qui mettent un petit peu plus longtemps à retrouver exactement. C'est pas parce qu'on installe que tout de suite ils vont y revenir, mais il y a des espèces qui très vite retrouvent leurs habitudes quasiment immédiates, hein. Et ce qu'il faut aussi dire, par exemple, sur des espèces comme le moineau, c'est que si on fait une rénovation thermique et qu'on installe ces nichoirs à moineaux, il faut pas dans le même temps, par exemple, avoir tout détruit la strate arbustive, c'est ce que disait Jeanne aussi, et c'est pour ça que ça à prendre en compte dans l'implantation des échafaudages, parce que la strate arbustive, elle est très importante pour une espèce comme le moineau, parce que ça va être aussi son abri en journée, quelque chose qui est assez dense. Par exemple, je sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, des massifs de bambou ou des choses comme ça sont des choses qui sont extrêmement utilisées par les moineaux parce que c'est très dense et ça les protège des prédateurs comme certains rapaces, l'épervier par exemple. Donc du coup, il y a tout ce qui va être strate type haie, arbustif comme il faut vraiment en même temps le penser de façon, et c'est pour ça que l'écologue, il est important parce qu'il va jamais vous dire vous implantez un nichoir à moineaux et puis le reste, bah, on oublie les arbres, etc. Et ça, ce serait pas bon de faire ça parce qu'ils ne reviendraient pas tout simplement. Mais en général, oui, les oiseaux reviennent si on change pas dramatiquement, ils reviennent. Quand on implante sur un bâtiment nouveau, c'est-à-dire qu'un bâtiment où il y aurait rien et on va implanter des nichoirs et des gîtes, ça va prendre plus de temps. C'est sûr que ça va prendre plus de temps parce qu'il faut il faut que les animaux soient aussi à proximité, il faut qu'ils le découvrent et c'est là où l'implantation elle va être vraiment encore plus fondamentale.
Et puis aussi, il faut se dire une chose, c'est que les chauves-souris, par exemple, c'est les gîtes qu'on installe, c'est des gîtes qui durent l'été, mais pour la plupart des chauves-souris, l'hiver, elles sont pas là. Elles sont soit dans des cavités, soit dans des grottes, soit dans des caves, plutôt en colonie, et du coup, elles disparaissent de l'habitat. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu aussi difficile, c'est un animal qui est un petit peu difficile à évaluer en termes d'occupation. Il va l'occuper très ponctuellement. C'est pour ça qu'on met des gîtes à chauve-souris, on les met sur plusieurs façades parce qu'en fonction de la température, elle va se mettre sur différents côtés. Mais voilà, le retour est quand même, quoi qu'il arrive, très bon en termes d'utilisation. Ça marche vraiment, quoi. Ok, super. Peut-être pour poursuivre, une question qui peut s'adresser à vous deux, liée aux contraintes patrimoniales qui peuvent se poser sur ce type d'installation intégrée aux ITE. Est-ce que, par exemple, les plans locaux d'urbanisme ont des recommandations à ce sujet? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vraiment presque obliger dans de futurs projets ou on n'en est pas encore à ce niveau-là? Hmm. On n'en est pas encore à ce niveau-là à pouvoir imposer dans l'urbanisme, c'est pas encore tout à fait, mais je pense qu'on y arrivera bientôt, la prise en compte. Nous, on a fait une charte de l'aménagement et de la construction durable, donc plutôt en direction des aménageurs et des constructions neuves qui donnait en fait le fait que pour tant de logements créés, il devait y avoir dans le bâti de la biodiversité et des implantations qui étaient créées. Bon, c'était une charte, donc c'était pas un document qui était opposable, donc il n'y avait pas cette obligation-là. Mais pour autant, dans l'étude des permis de construire, nous, on était consultés pour dire s'il y avait des nichoirs de mie ou pas. Alors, pour être très transparent, étant donné que c'était une charte qui n'engageait à pas grand-chose, il y a eu très peu de constructions neuves avec des implantations pour la biodiversité. Mais je pense que enfin, voilà, dans le futur, je pense que c'est des choses qui vont petit à petit arriver parce que déjà, il y a une réglementation qui existe et qu'elle n'est pas assez connue des professionnels, mais enfin, petit à petit, on va arriver à ça parce que sinon, le jour où on se retrouvera, et ça existe déjà, hein, des gros chantiers qui ont été bloqués pour des espèces protégées. Donc un jour, on arrivera à ce soit dès le départ penser dans un permis de construire, dans une demande préalable de travaux, etc. J'espère. Ouais, sur l'été, oui. Côté Paris, donc c'est un peu la même chose. Donc dans le PLU là qui est actuellement en vigueur, dans le règlement, il y a rien vraiment donc en application réglementaire, mais du coup dans les pièces plutôt de recommandations, on a des choses sur justement l'accueil de la biodiversité sur le bâti. On a aussi une petite fiche qu'on demande aux pétitionnaires de remplir, donc c'est sur du volontariat, hein, il n'y a rien d'obligatoire là-dedans, mais qui permet de demander si justement on a à poser des nichoirs sur le bâti, intégrés dans l'isolation. On va un peu plus loin aussi, on demande justement si par exemple, le biodiscord a été utilisé, c'est aussi une des manières qu'on a de remonter de l'information. Si on a créé une marque, enfin, voilà, on a essayé en fait les choses qu'on n'a pas pu mettre dans le règlement, on les a distillées plutôt dans les pièces d'OAP. Mais on ne désespère pas à l'occasion d'une prochaine modification ou révision, de pouvoir le mettre vraiment dans le règlement avec des règles très simples. Et on a aussi la chance à la ville de Paris d'avoir une équipe en fait qui instruit le volet paysager des autorisations d'urbanisme. Et donc, ils rentrent vraiment en contact en fait avec les pétitionnaires et ils font de l'accompagnement, du conseil. Et donc, ils vont justement promouvoir les outils comme le biodiscore, mais aussi les autres guides qu'on peut avoir sur la végétalisation du bâti, par exemple. Et voilà, donc ils ont un regard aussi qui s'affine au fur et à mesure pour identifier les projets qui sont particulièrement sensibles ou qui pourraient être intéressants pour un renfort de la biodiversité localement. Donc ça, c'est aussi un des canaux qu'on utilise pour essayer d'insuffler la prise en compte de la biodiversité dans le bâti. Ok, bah, comme avec l'événement de ce soir finalement. Ouais. Ok. Je vois que l'heure est... Finalement, on a dépassé un petit peu l'heure. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Moi, non, je pense que c'était bien, c'était complet et complémentaire, donc c'est très bien.
Ok. Voilà, on espère que ça vous a séduit, qu'on aura Mm. de notre côté, je sais pas combien de participants, mais une soixantaine d'utilisateurs en plus du Jeudi Score prochainement. Je l'ai fait chercher, ouais. Ok. Eh ben, merci à tous les deux, en tout cas, pour vos interventions de ce soir. Merci Et beaucoup. puis, voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci Merci beaucoup. À beaucoup Merci pour également. l'invitation. À Au très revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir. Merci.